On va évoquer la situation à Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, où s'est déroulé un incendie absolument dramatique le 16 décembre dernier, 10 morts, dont 4 enfants. Un incendie qui a pris dans une cage d'escalier. L'enquête est en cours, il n'y a pas eu d'interpellation. Il y avait des dealers qui occupaient les cages d'escalier à ce moment-là. Aujourd'hui, tout a repris, comme si rien ne s'était passé. Le trafic a repris. Les habitants sont pris dans une souricière vraiment épouvantable à vivre. On a sur place nos envoyés spéciaux Olivier Madinier et Charles Baget. Bonsoir à tous les deux. Olivier, vous nous le confirmez, depuis cet incendie, tout a repris, le trafic a repris de façon absolument normale, entre guillemets. Ah oui, absolument. Ce qu'on peut même dire, c'est que le trafic ne s'est jamais arrêté. Dès le lendemain de cet incendie, dès le lendemain du 15 décembre, les trafiquants étaient toujours là, à nouveau là. Peut-être se sont déplacés de quelques dizaines de mètres, mais ils occupent toujours ces halls d'immeubles. Ils ont installé des canapés et c'est ce qui provoque la colère des habitants de les voir à nouveau, comme si rien ne s'était passé, se livrer à leur trafic. Alors certes, il y a eu des opérations de la police dans les jours qui ont suivi l'incendie, des opérations menées très discrètement, mais visiblement ça n'a pas suffi. Il y a aussi une section de CRS qui est là en permanence dans le quartier du Mas du Taureau. Nous l'avons vu cet après-midi patrouiller dans le quartier, mais au vu, les trafiquants sont là et visiblement ça ne leur fait pas peur et encore ça provoque la colère des habitants du quartier qui sont vraiment apeurés. C'est ce qu'ils nous ont dit cet après-midi. Merci beaucoup Olivier, et vous avez réussi à interroger certains de ces habitants. Ils témoignent bien sûr à visage masqué parce qu'ils craignent pour leur vie. On regarde ce reportage et on l'écoute surtout. Au quartier du Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, les riverains pensaient retrouver un semblant de vie normale, mais le trafic continue. Cannabis, héroïne ou encore cocaïne, la vente de drogue s'organise au bas des immeubles. Sous couvert d'anonymat, un habitant a accepté de raconter son quotidien. On ne sait pas vraiment ce qui peut se dérouler. Ce n'est pas que des petits hommes de main, hein. C'est des jeunes qui sont armés. C'est une activité qui existe sur la commune. Quand on entend un cri, quand on entend justement une engueulade ou des coups de klaxon, on pense au pire. Le pire est déjà arrivé. Mi-décembre, 10 personnes dont 5 enfants sont décédées dans un incendie. Dans l'immeuble, on avait déjà dénoncé la présence d'un point de deal dans le hall. Malgré le drame, les dealers semblent toujours présents selon cet habitant, mais personne ne parle par peur de représailles. Vous risquez de vous faire agresser, vous faire tuer. Vous et votre famille, les représailles. C'est extrêmement dangereux. On est bien à Vaux-en-Velin, effectivement. Un constat partagé par le secrétaire départemental Unité SGP Rhône. Pour Sébastien Gendreau, il faut plus de moyens. Quand on demande de démanteler des points de deal, d'interpeller un dealer en bas, j'ai envie de vous dire que j'ai donné une expression qui est particulière, mais c'est vider la mer avec une petite cuillère, puisqu'il y a quelqu'un derrière, donc il faut travailler sur le fond, il faut travailler sur les dealers, les trafiquants, donc ça demande du temps. Après l'incendie meurtrier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la maire de Vaux-en-Velin sont venus sur place. Mais depuis, aucun changement pour les habitants qui parlent de peur grandissante et d'insécurité omniprésente. Voilà pour ce reportage de Cécilia Barotte avec Olivier Madinier et Charles Baget. Commissaire Vallée, comment est-ce que c'est possible ? Il y a eu un drame, rien n'a changé, rien. Les habitants vivent dans la peur, dans la terreur. On ne sait pas qui a mis l'incendie, le feu à cet immeuble. Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, moi, j'ai pas besoin qu'on me commande ces scènes. J'ai grandi dans une cité quand j'étais plus jeune. Ma mère y habite encore aujourd'hui. Donc, les dealers, moi, on me les commande pas. Je les connais. Et malheureusement, on les côtoie tous les jours. Ce qui se passe, c'est que les policiers de la brigade de terrain, plus 25 depuis l'année dernière, 5600 consommateurs interpellés, 1200 dealers interpellés par les policiers. Donc je rends hommage à ces policiers appuyés par les compagnies républicaines de sécurité. Les CRS, au lieu de garder des bâtiments, ils aiment bien aller sur le terrain, dans les cités, pour épauler leurs collègues du quotidien. Et d'une certaine manière, on gagne des batailles, mais évidemment, on gagne pas la guerre. Et puis dans ce quartier du Mas du Taureau, ou au chemin des Barques, là où a eu lieu l'incendie que vous évoquez, avec ce dramatique drame de 10 morts avec 5 enfants. 4. C'est vrai, 4 enfants, pardon. Donc c'est vrai que on voit que c'est difficile pour ces habitants. On ne lâche pas le terrain, on a des dealers qui tiennent les murs, mais les policiers ne lâchent pas le terrain. Et je veux leur rendre vraiment hommage parce qu'on rentre dans la police pour les aider, ces gens. D'accord. Mais après, là, ils sont au pied de l'immeuble, là. Je vais vous dire, d'abord, il y a la première problématique de ces policiers, c'est la réponse pénale. Un gros dealer, ça risque en gros 10 ans de prison. Un petit dealer, c'est 5 ans de prison. Vous voyez, je parlais avec Tony Curtis, c'est le président qui dirige les comparaisons immédiates au tribunal judiciaire de Paris. Ce magistrat, parce qu'il est sévère, parce qu'il a une politique
pénale implacable avec les voyous qu'on interpelle en flagrant délit, qui sont déférés devant la justice, subit une véritable quimballe de certains de ses collègues et de certains avocats parce qu'il est trop sévère, sachant que tous les prévenus, donc ceux qui comparaissent devant le tribunal, font appel à la cour d'appel de Paris. C'est confirmé ces jugements. Ils sont 3 magistrats jugés. Vous voyez? Donc il faut une justice impeccable dans les pays nordiques, la Norvège, les Pays-Bas, le Danemark, aux États-Unis. On a des courtes peines avec une incarcération immédiate. Donc on tape vite. Mais là, il n'y a pas d'interpellation, Mathieu Vallet? Mais si, je vous dis, Laurence Ferré, il y a 5600 non, mais là, dans le cas précis, mais dans le cas précis, d'abord, moi, je pense aux habitants de cet immeuble. Mais nous aussi, en permanence, bien sûr. Mais d'abord, les familles à problème dans ces quartiers, on les connaît. Le jour où on expulsera les familles minoritaires systématiquement qui posent problème dans ces quartiers, qui bénéficient souvent des prestations sociales de l'État, elles doivent savoir que quand on fait des enfants, on les éduque, on s'en occupe et on les laisse pas traîner le soir. Vous savez, il y a un groupe emblématique de rap qui vient de ce quartier-là et qui disait « laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse ». Bah vous voyez, on y est. Ensuite, je vous ai fait des propositions sur la peine pénale. On ne demande pas 10 ans d'emprisonnement. Il faut taper vite, fort et faire des courtes peines pour que ces voyous aient la certitude d'aller en prison et que la sanction pénale, comme les Pays-Bas, 3, 4, 10 jours de prison. Bien sûr, on peut aller aussi plus loin. Ce qui leur fait mal à ces gros voyous comme à ces petits dealers, c'est de taper au portefeuille. Quand ils ont des grosses cylindrées, des gros véhicules, des patrimoines immobiliers importants, y compris à l'étranger, notamment à Dubaï, dans les pays du nord du Maghreb, on les saisit pas assez suffisamment et la police judiciaire épaulée par le groupe d'intervention régionale sont à l'œuvre pour saisir justement leurs biens, que ça soit les voitures, les bâtiments, les comptes en banque, tout ce qui peut être saisi, qu'on fait déjà pour les gros dealers, il faut le faire pour les petits dealers. Parce qu'au plus on tapera au portefeuille, au plus ils mettront du mal à se redresser et à récupérer un point de deal. Ça, c'est important que vous avez vu. Une peine de prison qui soit certaine et exécutée, des voyous qui soient gros ou petits tapés au portefeuille, des familles dans les quartiers qui posent un problème qui soient expulsées. La police, elle est sur le terrain, elle peut pas tout. L'éducation et l'urbanisme, vous savez, je regardais vos émissions et les médias récemment sur le sujet. Il y a 300 millions d'euros qui sont mis par l'Agence nationale de relance urbaine dans ces quartiers, notamment au Mas du Taureau, dont fait partie le chemin des Barques ou les différents trafics. J'ai posté sur les réseaux sociaux jeudi dernier un quart de CRS qui s'est fait littéralement agresser par 2 voyous en plein jour parce qu'il venait d'interpeller un dealer, parce qu'il venait de gêner le point de deal, parce qu'il venait s'occuper des gens dont personne ne s'occupe. Il y a que ceux qui portent l'uniforme qui sont intéressés et à la tâche et à l'œuvre pour s'occuper de ces personnes dont beaucoup de policiers sont issus. Vous savez, c'est rarement les cadres des PDG, les enfants de PDG ou les enfants des grands groupes qui deviennent policiers, gardiens de la paix, officiers ou commissaires de police. C'est souvent les enfants du peuple qui protègent le peuple et qui sont animés par une seule passion, c'est de le servir en fait. Alors vous voyez, on garde cette foi, c'est dur, les batailles, on les gagne petit à petit, c'est long, ça prend du temps, parfois, les habitants peinent à en voir les résultats parce qu'on déplace un point de deal. Oui. Mais vous savez, moi, quand ma mère, elle habite au numéro 10 et qu'on dépasse le point de deal au numéro 12 et qu'au fur et à mesure, on mène ces batailles, même si la guerre n'est pas gagnée, eh ben, c'est un peu d'espoir, un peu de vie, un peu de bol frais qu'on donne à ces habitants. Maintenant, je vous dis, seul, on ne pourra pas rien. Il faut la justice, il faut l'éducation, il faut une politique pénale ferme, il faut que les familles à problème soient expulsées. Oui, Dragnel. Vaux-en-Velin, c'est un cas vraiment extrêmement symbolique et vraiment choquant. Bien sûr, qui est terrible, mais qui est une sorte de vitrine, de laboratoire de ce qui se fait aussi ailleurs en France, malheureusement. Moi, je vois aussi 2 problèmes. Le premier, c'est qu'on fait face à des réseaux industriels qui fonctionnent comme des multinationales et où la France est complètement gangrénée, infestée par les trafics de stupéfiants avec des sommes monstrueuses. Et globalement, on voit bien, on a l'impression quand même que l'État, au niveau de la strate la plus supérieure, est un peu démuni. Il y a vos collègues de la police judiciaire, des services des douanes qui travaillent énormément, mais on a l'impression qu'on est quand même un peu dépassé par à la fois la masse et la structuration des réseaux. Et de l'autre côté, je pense que aujourd'hui, il y a peu de politiques qui sont prêts à assumer les conséquences politiques que consisterait le nettoyage, si on peut parler comme ça, total d'une cité. Le nettoyage total, ça voudrait dire, par exemple, vous mettez à résidence plusieurs unités de force mobile, des compagnies, des CRS ou alors des escadrons de gendarmes mobiles. C'est ce qui se fait à Marseille, par exemple. Voilà, mais c'est à Lyon aussi, à Grenoble, à Montpellier. Alors, pour l'instant, il y a que à Marseille, je crois que. Il y a 2 compagnies à Marseille, et il y a une compagnie à Nice, il y a une compagnie à Montpellier, il y a une compagnie à Grenoble, il y a une compagnie à Lyon, à la Guillotière qu'on a déjà oublié médiatiquement, mais que les policiers n'oublient pas. Là où on a eu cet été des
policiers des transports en commun pris à partie et qui ont dû se réfugier dans le supérette, c'est pareil. La main des policiers n'a pas tremblé. Mais ça, pour le coup, c'est pas du tout contre les policiers. Je sais bien. C'est plus une question de stratégie politique. Hostile aux policiers. C'est une question de stratégie politique par rapport à l'emploi de la force. Et en fait, ça peut se décider de se dire, voilà, à tel endroit, on veut protéger les habitants, on veut nettoyer le quartier des trafics de stupéfiants, on met 4 unités de force mobile et ils font toutes les caves, ils nettoient tous les appartements, on expulse toutes les personnes, effectivement, qui sont complices de trafic de drogue, on empêche toutes les personnes qui sont identifiées comme étant des trafiquants de rentrer dans la zone. Et je pense que, déjà, ça va permettre aussi de nettoyer un certain nombre d'armes, d'argent liquide issu de justement des trafics de stupéfiants. Et si les policiers restent en permanence et font des contrôles, et en fait, il faut faire des checkpoints, comme font les dealers d'ailleurs, ils font des checkpoints eux-mêmes contre les policiers, contre les habitants qui les menacent. Et si on assume de mettre cette présence policière H24 dans le temps, je pense que le problème pourra au moins partiellement être réglé, mais ça demande du courage politique parce que les conséquences de ça, c'est d'être un peu impopulaire, vous expulsez des familles, vous mettez à la rue des gens, effectivement, la vie au quotidien est un peu différente, sauf que là, vous êtes protégé par les policiers et vous n'êtes plus obligé d'être à la merci des trafiquants de drogue. C'est la solution on est d'accord de ça. Moi, j'échange régulièrement avec les CRS. Je l'ai été pendant 1 an dans les Bouches-du-Rhône où j'ai fait des opérations non seulement avec la BAC-Nord, mais aussi avec les brigades spécialisées de terrain. C'est ces policiers qu'on oublie souvent, mais qui, eux, notamment à Vaux-en-Velin, dans un quartier de reconquête républicaine, c'est un mot fort quand même. Si on va à la reconquête de certains quartiers, c'est que finalement, ils étaient abandonnés et perdus depuis un moment. Donc les policiers, eux, n'ont jamais lâché le terrain. Maintenant, vous avez raison. On va avoir 4 compagnies républicaines de sécurité qui vont être créées en plus à Nantes, à Lyon, à Marseille et à Montauban. Donc vous voyez, ces CRS, c'est ce qu'on dit en permanence. On l'a dit au Beauvau de la sécurité, je l'ai dit au ministre de l'Intérieur dans les palais dorés de la République. On veut pas qu'ils gardent des murs, on veut pas qu'ils gardent des bâtiments. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des compagnies qui gardent l'Élysée, qui gardent des bâtiments institutionnels. Il faut les mettre dans les quartiers, il faut les mettre dans les cités. Alors regardez, quand on parle des effectifs, notre journaliste sur place parlait d'une section de CRS. Alors pour ceux qui... Une section de CRS, c'est 15 bonhommes à peu près. C'est 15 personnes. Et il faut être là 24 heures sur... Enfin, je vous apprends pas votre métier. Non. Mais il y a le jour, il y a la nuit, il y a la relève. C'est aussi des gens qui ont des week-ends. Si on veut qu'il soit H24, ça va demander plus qu'une compagnie parce qu'il y a une organisation, il y a un roulement à mettre en place. Et il en faut au moins 4 ou 5, voire 6 pour même des petits quartiers. Voilà. Mais sauf que ça, on le voit peu. À Marseille, effectivement, il y a 2 compagnies qui sont maintenant physiquement présentes en permanence sur place. Mais de la même manière, elles sont employées aussi pour des manifestations le samedi après-midi. Elles sont pas pour d'autres choses. Là, on en parle sur des plateaux. Et on croit toujours que c'est simple de faire un point de vue. D'abord, la police judiciaire, elle travaille dans l'ombre comme les services de renseignement parce que au plus ils travaillent dans l'ombre, au plus ils démantèlent des réseaux par des GoFast, par des têtes de réseau, par ceux qui s'approvisionnent à l'étranger, notamment au Maroc pour le cannabis, qui est la première terre de production au monde et qui alimente par la voie de l'Espagne, la voie de la Méditerranée, nos territoires et nos cités. Et ensuite, vous savez, moi j'ai tourné avec la BAC Nord de Marseille, mais aussi avec la BAC de Lille. Quand on va dans des quartiers où on a des policiers qui sont braqués à la Kalachnikov parce qu'ils sont en train d'interpeller un charbonneur et un guetteur. Quand on a des policiers qui, tous les jours, dans ces quartiers, risquent leur vie parce qu'ils peuvent prendre au même titre que ces habitants des balles perdues, parce qu'ils peuvent parfois être confondus, malgré leur brassard, malgré le fait qu'on voit bien que c'est des policiers, par des concurrents qu'il faut éliminer pour libérer du point de deal. C'est hyper facile d'en parler sur un plateau télé ou dans les médias. Je vois tellement de commentateurs nous expliquer qu'il y a qu'à Faucon. Mais moi, je rends hommage à ces policiers en civil ou même en tenue, même ces CRS, ces brigades etc. À Paris. On a les compagnies d'intervention qui, normalement, font les manifestations, gardent des bâtiments et font de la sécurisation, vont aujourd'hui maintenant, depuis un peu moins de 2 ans, dans les cités aussi pour épauler les policiers des commissariats. Donc tout le monde est mobilisé sur le pont, mais je vous dis, si on attend de la police de tout régler, les enfants qui vont pas à l'école, les familles qui posent problème dans les cités, les familles qui payent pas les impôts, les familles multées. Ah mais je vais même aller plus loin. Il y a eu le nouvel an qui vient de passer, Laurence Ferrari. Les policiers s'occupent dans la société de toutes ces personnes qu'elle ne veut plus voir, la société qu'elle veut plus s'occuper, donc on veut mettre la poussière sur le tapis. Quand il y a une personne qui est seule et qui a une crise de démence, quand il y a une personne qui se fait frapper par son conjoint ou sa conjointe, quand on a un enfant qui est maltraité, quand on a des dealers en bas, il y a que des policiers qui viennent. Où sont les autres services publics? Alors l'école, l'hôpital, je vois bien qu'aujourd'hui tout le monde est en crise. Sauf que nous, on est en crise depuis longtemps. Alors petit à petit, on a des nouveaux véhicules, des nouveaux effectifs, des nouveaux commissariats, mais ça prend du temps. Et d'une certaine manière, comme on a trop attendu, et ben maintenant, il faudra aussi se dire qu'il faudra aussi du temps pour avoir des résultats. Le travail des policiers, il est vraiment acharné. J'aurais aucune fierté de vous dire des mensonges et de pas dire la vérité. Je peux vraiment vous dire, et pourtant vous savez qu'à côté de mon mandat syndical, je suis en BAC de nuit départemental,
tous les jours, toutes les nuits, 365 jours par an, au lieu d'être en réveil avec nos familles, on est aux côtés des Français pour les protéger, on fait l'interpellation. Maintenant, vous savez, Laurent Serret, je termine, on a mis en place, le gouvernement a mis en place les amendes forfaitaires délictuelles. En gros, vous êtes un consommateur de stupéfiants, ça existait déjà avec les douanes, on a mis plus de 10 ans pour se rendre compte que les douaniers avaient la bonne solution, on met un procès verbal de contravention comme si vous faisiez un feu rouge. C'est 200 €. Si vous payez dans les 15 jours, c'est 150 €. 60% des amendes recouvrées. Il y en a encore 40% qui ne sont pas recouvrées. Je dis simplement que quand on interpelle un consommateur qui ne sont pas victimes du trafic, mais qui sont les véritables complices, les véritables chevilles ouvrières du fonctionnement de cette industrie que vous avez décrit dans vos propos, il faut aussi leur prendre l'argent dès qu'ils travaillent, dès qu'ils ont un revenu, dès qu'ils ont une ressource, pour qu'ils payent ces impôts et qu'ils payent ces amendes. Mais on a mis en place le prélèvement à la source pour les impôts. Mettons le prélèvement à la source pour les voyous. Et puis en prison, on dit, oui, mais c'est des pauvres personnes, c'est surpeuplé. D'abord, il faut qu'on se déplace. Moi, mon syndicat, ça fait presque 17 ans depuis notre création qu'on le dit. Donc, il n'y a pas de place de prison qui est créée. On avait promis 15 000, on est à moins de 3 000 depuis 5 ans, 6 ans maintenant. Donc, au bout d'un moment, il faut exécuter les promesses qui sont faites aux Français. Un tout petit mot du Nouvel An, vous l'avez évoqué. Ça s'est globalement bien passé. 90 000 policiers et gendarmes déployés sur le terrain, ce qui est absolument énorme. Ouais. Quel bilan vous en faites ? Je vais rire jaune. Le problème, Laurent Serret, c'est que, par exemple, un voyou qui agresse un policier, c'est 3 ans de prison s'il n'y a pas de circonstances aggravantes. Avant, ils prenaient systématiquement des rappels à la loi ou des alternatives aux poursuites, travaux d'intérêt général, stage de citoyenneté, je peux vous faire la liste, longue comme la muraille de Chine. Mais quand aujourd'hui on a un an de prison ferme avec un déferment, on est content. Okay. Non mais, donc vous allez dire au réveillon... Donc ça s'est bien passé. Mais globalement, il y a eu des incidents. Il y a quand même eu, par exemple, à Nantes, à Bordeaux, à Strasbourg, à Lyon, des policiers qui ont été pris à partie. Je peux vous dire que, par exemple, sur les 500 interpellations qui ont eu lieu, il y en a plus de la moitié qui sont là à des agressions de policiers, à des tirs de mortier et à des guet-apens. Vous voyez ? Donc on s'habitue, en fait. Voilà. Et moi, ce que je regrette, de la part du ministère de tutelle auquel j'appartiens, c'est que j'ai l'impression qu'on a honte de communiquer le nombre de policiers blessés. Moi, d'abord et avant tout, lorsqu'on a des policiers... il y en a eu une vingtaine. Comme à la coupe, comme pour les festivités de la Coupe du Monde. On les a oubliés, ces 160 policiers qui en 3 soirs ont été blessés. Et je parle pas d'un bobo sur le genou ou d'une chute fortuite. Je parle de policiers qui ont reçu des projectiles au visage. Je parle d'un officier de police à Lille qui a eu le tympan brûlé avec un mortier. On parle quand même de choses assez graves qu'on ne tolérerait absolument pas pour aucun citoyen. Ouais. Mais ça, je vous dis, la première arme des voyous, c'est l'impunité pénale. Quand on dit ça, on est extrémiste. On est là pour faire le jeu contre soi-disant la justice. Moi, je suis pas contre les juges, je suis contre l'injustice. Vous voyez ? Et quand j'ai des magistrats qui sont sévères et qui font ce qu'on attendait au nom du peuple français, ils se font conspuer et ils se font mener une cabale, notamment par certains journaux bien orientés, qui en fait n'aiment pas la sévérité des juges et qui préfèrent peut-être le laxisme pour les voyous ou en tout cas la culture de l'excuse. Je ferai les jeunes. Moi, pour revenir sur la question du trafic de drogue, ça me dérange juste quand on rend hommage seulement aux policiers qui sont sur le terrain ou aux CRS qui font un travail extrêmement compliqué. Et loin de moi l'idée de remettre en question leur qualité. C'est une première. Mais en revanche, je pense que c'est quasiment jouer le jeu de Gérald Darmanin qui, en fait, lui veut fixer l'attention sur le travail du quotidien de ces policiers, le nombre de points de deal qui sont arrêtés. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin de tout le monde. Et donc, moi, je vais essayer juste quand je parle à des gens qui travaillent dans ce domaine-là et notamment à la PJ, ce que je comprends, c'est que leur principal problème, c'est déjà le fait que leur travail est devenu impossible à cause des procédures qu'on leur impose, l'accumulation de ça. Mais c'est la première chose que j'entends systématiquement à chaque fois. Et donc je le dis pourquoi ? C'est vrai que j'ai abandonné de le dire parce que ça fait 3 ans qu'on nous promet le grand sort de la simplification pénale et le radeau, ça devient forcément un désastre parce qu'on n'a pas de simplification pénale. À chaque fois qu'on a une loi, on nous complexifie le travail. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est de pire en pire. Et attendez, et je dis ça parce que derrière le volontarisme affiché, etc., les félicitations sur les résultats des policiers, tout ça, on a un gouvernement qui réfléchit, qui a annoncé une volonté de réformer la PJ pour en faire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous avez un peu sous-entendu tout à l'heure, mais je vais aller un peu plus loin, lutter contre le trafic de drogue véritablement, c'est s'attaquer aux têtes de réseau, c'est s'attaquer à la logistique, etc. C'est faire tomber des trafics en réalité. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez plus besoin d'aller vous battre contre les petits dealers ou d'aller protéger les gens là où des dealers tiennent des murs si vous avez fait tomber un réseau. Et c'est aujourd'hui ce à quoi on est en train de s'attaquer avec cette réforme de la PJ dont personne ne parle parce que c'est pas très grand public, qui est un peu compliqué à comprendre aussi. Et moi, je me suis intéressé à cette histoire, notamment, c'était croisé Mathieu d'ailleurs, à la manifestation de soutien aux policiers au 36 rue du Bastion, le nouveau 36 à Paris. Bon, et ben j'ai compris ce jour-là qu'en réalité, en annonçant des belles intentions, le gouvernement était en train, en réalité, d'empêcher qu'à terme ce problème-là soit résolu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, Louis disait tout à l'heure, ça implique du courage politique parce que c'est impopulaire, etc. Je suis pas du tout persuadé que ce soit impopulaire d'expulser des délinquants aujourd'hui. Je pense que c'est même très populaire, au contraire. Par ailleurs, on n'y arrive pas pour... Ils ne veulent pas assumer les conséquences politiques des décisions qui doivent être prises, et parce que pour les gens qui exercent le pouvoir, ils se disent mais c'est horrible, je ne peux pas, je veux pas être redevable de ça, je veux pas être comptable de ça. Mais les Français le veulent.
droit. Mais c'est comme sur l'immigration, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Et je pense qu'il y a quelque chose de plus pernicieux. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il s'agisse d'ailleurs de la chaîne pénale, ou qu'il s'agisse des violences pour le Nouvel An, qu'il s'agisse de l'immigration, ou qu'il s'agisse du trafic de drogue, en réalité, ce à quoi nos politiques ne veulent pas toucher, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit. L'état de droit, c'est cette accumulation de procédures, cette accumulation de recours administratifs, judiciaires, etc., contre toute opération de police, contre le travail en fait de la police au quotidien qui en effet est là pour nous protéger. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites ça, quand vous commencez, si par exemple on réduisait le nombre de recours pour une expulsion, si par exemple on donnait plus de liberté aux policiers dans leur travail du quotidien, si on leur imposait pas l'avocat en garde à vue dès la première heure, comme ça a été le cas depuis le quinquennat, je crois, de Nicolas Sarkozy, si on arrêtait 2011. de leur mettre des bâtons, pardon. Depuis 2011, la réforme de la garde à vue, voilà, la présence d'avocats. J'avais plus mais si on arrêtait de les empêcher de travailler, on aurait peut-être des résultats. Sauf que si vous faites ça aujourd'hui, vous êtes accusé par, j'allais dire la presse, Libération, le Nouvel Obs, Mediapart, d'être un horrible fasciste qui veut faire comme Viktor Orban en Hongrie, et vous êtes accusé par le cœur des pleureuses de la France insoumise de tout à coup vouloir faire régner un État policier. C'est ça le vrai courage politique, c'est décider de dire à ces gens-là qu'ils n'ont plus le pouvoir, que les Français réclament ce retour à l'ordre, à l'autorité, et en réalité, moi c'est ça que je trouve le plus grave, c'est que c'est ce que Emmanuel Macron et Gérald Darmanin n'osent pas assumer. Sur la réforme territoriale de la PJ, je peux... Alors, un petit mot, et après Louis Dragnel. Laurence Ferrari, parce que cette réforme, on nous a dit, la réforme de la police nationale, c'est devenu la réforme de la police judiciaire. Comme si que les enquêteurs de la police judiciaire, en fait, se tournaient les pouces et puis avaient un train de vie exorbitant. Mais c'est pas vrai. Moi j'ai un syndicat qui est courageux, qui dit, n'opposons pas les policiers de la sécurité publique, de la police judiciaire ou de la police aux frontières entre eux, faisons une réforme pour améliorer notre travail, mais encore une fois, vous l'avez dit. Moi, j'ai pas l'impression que les taux de lucidation, comme vous l'avez dit, on a un ministre de l'Intérieur qui nous dit à longueur de plateau que les policiers travaillent bien et que les affaires sortent. À Marseille, c'est un règlement de compte sur 2 qui est identifié par les enquêteurs de la police judiciaire, que ça soit la brigade criminelle, la brigade des stupéfiants, l'OFAST, ou que ça soit la brigade de recherche et d'intervention, la fameuse BRE qu'on a dans les grandes métropoles au sein de la PJ. Donc le problème dans notre institution, c'est pas la police judiciaire ou la sécurité publique. Le problème, vous avez raison, c'est la complexité de la procédure pénale, c'est la non-réponse pénale sur les voyous multirécidivistes, c'est le manque de places de prison, c'est le manque de courage sur ceux qui posent problème, c'est 12 recours pour expulser un voyou étranger et où on nous en promet 4 depuis longtemps, c'est des centres de rétention administrative où on a 2000 places pour 160 000 obligations de quitter le territoire. Tout ça, c'est... Enfin, voilà. Mais... Voilà, donc moi je trouve que c'est une réforme mal calibrée, mal agencée, mal discutée. On a demandé du temps, on a des propositions qu'on fait depuis 1 an et demi auprès de notre administration. On espère que pour cette année 2023, on avancera.